Sur les ruines de l'Allemagne nazie vaincue, deux États se sont construits. À l'ouest, la République fédérale a établi un régime libéral. À l'est, la RDA, la République démocratique allemande, a édifié un régime communiste. Il y avait deux États, et l'un des deux saignait. Ce que j'ai vu dans mon enfance, c'était que mes instituteurs s'en allaient. Ils disparaissaient à l'ouest. Ce que je voyais, c'était que beaucoup de gens qui avaient reçu une bonne éducation ici partaient, et on ne les revoyait jamais. Et je ne trouvais pas ça normal. La vie de la mathématicienne Christelle Wysotsky se confond avec celle de la RDA. Élevée dans une famille d'opposants à Hitler, membre du parti, elle a toujours placé sa confiance dans le système communiste. Dans sa jeunesse, elle s'indigne du départ de nombreux Allemands de l'Est. En 1961, ce sont déjà près de 3 millions d'entre eux qui ont choisi l'Ouest. À cette époque, il existe un seul point de passage possible entre les deux Allemagnes, Berlin, qui a un statut spécial hérité de l'après-guerre. Mon opinion était que si cette frontière était utile au développement de l'Allemagne de l'Est, alors cette frontière était bonne. Pour arrêter définitivement la fuite des Allemands de l'Est, les autorités de la RDA construisent en août 1961 un mur qui fortifie la frontière, séparant Berlin en deux. Je le pense encore aujourd'hui. Dans la situation de l'époque, c'était la meilleure solution pour le développement de la RDA. Bien sûr, dans les actions de ce type, ça crée toujours des conséquences regrettables. Ma famille vivait à Lübeck, à l'ouest, la sœur de ma mère, mes cousins, et je ne les ai pas vus pendant 28 ans. Et toi ? Moi, j'étais d'une famille de Berlin et la plupart vivaient à Berlin-Ouest et quelques-uns à Berlin-Est. Et du temps du mur, la plupart de ceux qui habitaient à l'Ouest sont morts sans que j'ai pu jamais les revoir. Des millions de familles se retrouvent séparées. Les Allemands de l'Est ne peuvent plus quitter les pays du bloc soviétique. C'était un sentiment effrayant. Je pouvais voir le mur directement de mon bureau. J'ai vu comment la zone frontière était en permanence élargie, comment le mur était en permanence renforcé, qu'il y avait toujours plus de gens qui maintenaient les deux côtés de la ville séparés, qui, disons, essayaient de protéger la RDA et de faire peur à l'Ouest. Peu à peu, on s'est dit que ça allait durer une éternité. Eva Heise et Jürgen Schwarz étaient bibliothécaires en RDA. Ils n'ont pas approuvé la construction du mur. Pourtant, il y avait dans leur esprit une menace encore plus grande. Quand on a vécu la guerre au plus profond de soi, alors on a tout compris. On est même prêt à avaler une dictature, mais la guerre, comme je l'ai connue, non, pour rien au monde. Quand on réfléchit que la libération d'un peuple peut coûter 100 000, 300 000, 500 000 vies, alors vaut mieux oublier. À l'ombre du mur, la RDA va continuer son chemin. Avec ses avantages, un monde de sécurité où l'État apporte à tous un travail et un toit, et ses inconvénients, un faible niveau de vie et surtout l'absence de liberté. Mes parents ont essayé de m'expliquer un peu les problèmes politiques. Ils m'ont dit, on ne veut pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire, où on doit aller, ce qu'on doit penser. Les parents de Daniela Littke cherchaient depuis longtemps à passer à l'Ouest. En 1987, son père obtient une autorisation de sortie de 14 jours pour rendre visite à des parents qui vivaient de l'autre côté du mur. En y allant seul, bien sûr. Ma mère m'a juste dit, « Papa ne rentre pas, c'est nous qui allons le rejoindre. » Mais elle ne m'a pas dit quand ce serait. Moi, j'étais triste qu'il ne rentre pas après ces 14 jours. À l'époque, je n'avais aucune idée du temps que ça prendrait avant qu'on puisse déménager là-bas. La stratégie de la famille était qu'une fois le père installé à Berlin-Ouest, la mère et la fille pourraient peut-être obtenir du gouvernement est-allemand l'autorisation de quitter le pays pour le rejoindre.
On a eu la police à la maison. Ils ont lu toutes nos lettres et fouillé partout. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que j'allais à l'école. Et j'ai dû parler à la directrice qui m'a posé des questions qui ne correspondaient pas à mon âge. À l'école, ils voulaient que je me décide. Ils m'ont demandé si je voulais rester ici et comment je trouvais l'Allemagne de l'Est. Il y avait aussi des enfants qui m'espionnaient. On leur avait donné cette mission. Il y avait surtout cette fille qui essayait sans arrêt de me tirer les verres du nez. Et on savait que ses deux parents travaillaient pour la Stasi, la police politique. Après 3 ans d'attente, l'autorisation de partir est arrivée. Nous sommes alors début 1989, l'année où les événements se précipitent. Certaines églises se transforment en lieu de contestation du régime. Pour la première fois depuis des décennies, certains osent protester ouvertement et défient la police politique, pourtant omniprésente. Mais les opposants sont galvanisés par les réformes libérales du soviétique Gorbatchev et par l'ouverture du rideau de fer en Hongrie. Au cours de l'été 89, des milliers d'Allemands de l'Est s'échappent par ce pays. Ceci n'empêche pas, au même moment, les dirigeants de la RDA de célébrer avec faste le 40e anniversaire de l'État. Je connaissais quelques personnes du comité central du parti et je savais qu'ils étaient extrêmement attachés à leur pouvoir et qu'ils s'accrocheraient absolument à l'ordre établi. Il y avait chez nous l'énorme potentiel de l'armée soviétique, l'énorme potentiel de l'armée est-allemande, une police politique très bien structurée. J'ai eu peur qu'on en vienne à une confrontation. Malgré ce risque, les manifestations se multiplient. Elles prennent une telle ampleur que les manifestants osent lancer à la face des dirigeants du pays « Nous sommes le peuple ». Face au raz-de-marée de la contestation, les dirigeants est-allemands ne savent pas quelle attitude adopter. Ils essayent de gagner du temps, de calmer l'agitation. Pour cela, ils improvisent une nouvelle mesure mal définie. Les autorisations de voyage à caractère privé vers l'étranger peuvent être demandées sans condition de liens familiaux. Les autorisations seront accordées dans de brefs délais. L'annonce est faite à 18h53, relayée par le journal télévisé de l'Ouest à 20h. À 20h15, les premiers Berlinois de l'Est arrivent au poste frontière. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris les transports en commun et je suis allée jusqu'au poste frontière, sur le pont de la Bornholmer Straße. Quand je suis arrivée sur le pont, j'ai remarqué qu'il y avait toute une agitation. Et je me suis dit, eh bien avance, va voir ce qui se passe. N'ayant reçu aucun ordre, les gardes-frontières essayent d'abord de contenir la foule. Vous savez depuis combien de temps on attend? Je n'en peux plus. Je voudrais au moins une fois dans ma vie passer cette porte de Brandebourg et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Sous l'œil des médias qui accourent, les gardes-frontières ne savent pas comment réagir. À 21h20, ils laissent passer quelques Berlinois de l'Est. À 22h30, un chef des gardes-frontières rapporte à sa hiérarchie « On lâche le verrou ». Les gardes frontières nous apparaissaient d'un seul coup tout petits. Brusquement, ils n'étaient plus ces êtres tout-puissants devant lesquels on avait l'impression d'être faibles, comme des souris. C'est comme s'ils étaient devenus, en un instant, des êtres humains. Daniela avait commencé depuis quelques mois sa nouvelle vie de Berlinoise de l'Ouest. J'étais déjà au lit, je lisais. Et tout d'un coup, j'ai entendu des cris qui venaient de la salle à manger. Je me suis levée voir ce qui se passait.
Il y avait mes parents qui étaient comme tétanisés devant la télé. Ma mère était en pleurs. Il disait, c'est pas possible, le mur, ils sont en train de le démolir. Regarde ce qui se passe. C'est pas possible, il faut y aller. Berlinois de l'Ouest et de l'Est se retrouvent. Après avoir passé les gardes frontières et jusqu'à mon retour, tout le monde était de bonne humeur, joyeux. On est allé vers la frontière de la Invalidenstraße et on a amené une bouteille de champagne. On a arrosé les voitures de l'Est qui arrivaient. On tapait sur leur toit et on embrassait les gens. Jamais, de mémoire d'Allemand, on n'avait vu pareille fête à Berlin. Je n'ai réalisé ce qui se passait que le lendemain matin quand je suis allée au travail. J'ai vu des collègues qui revenaient de Berlin-Ouest. Ils m'ont dit qu'ils avaient passé la nuit là-bas et que quand ils avaient eu faim, ils étaient revenus à l'Est parce que c'était moins cher. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Je ne trouvais pas ça bien du tout. J'avais un enfant de 10 ans. Rien que d'imaginer qu'il pourrait aller dans cet Ouest dangereux, dans ce Berlin-Ouest dangereux, où il y a de la drogue. On avait peur de ça. Je dois dire que parmi les gens que je connais, parmi mes amis, cette euphorie n'existait pas. Moi, je ne connais personne qui ait dansé sur le mur. Pour les partisans du régime, les événements de la nuit sont un terrible choc. Avec l'ouverture du mur, c'est la base même du système qui est remise en cause. La question qui arrivait forcément, c'était est-ce que la RDA pourra survivre? C'est ce qu'on voulait. On voulait améliorer la RDA et que les deux États coexistent. Bernd Hörnle était journaliste à la radio La Voix de la RDA. C'est en famille qu'il a vécu la chute du mur. Ma femme était complètement sous le choc de voir ces masses de gens qui quittaient le pays et ne reviendraient peut-être pas. Elle semblait anéantie. Alors moi, je lui ai dit, regarde, il y en a très peu qui ont des valises. Tous ces gens vont jeter un œil de l'autre côté. Ils vont revenir, ne t'inquiète pas. Mais elle était absolument persuadée que tous les gens quittaient le pays et qu'on allait se retrouver les derniers, ici. Après la folle nuit, tout le monde s'interroge. Quelle va être l'attitude de la majorité des Allemands de l'Est? Quelle sera la réaction des autorités de la RDA? C'est une question de mentalité. On voit d'abord si c'est vrai, on passe la nuit là-dessus et on voit le lendemain si c'est toujours vrai. Parce que je ne pouvais pas penser que ça continuerait à se passer bien. Comme beaucoup d'Allemands de l'Est, Annette Drojecki a préféré attendre le lendemain pour tenter à son tour le passage à l'Ouest. C'était la frontière comme d'habitude. Il y avait énormément de gens. Les gardes frontières nous regardaient d'un air étrange, hostile. On sentait qu'ils n'étaient pas tellement d'accord avec ce qui se passait. On est forcément un peu angoissé quand on passe ce genre d'endroit. On a dû montrer notre pièce d'identité et ils nous l'ont tamponné. Le gouvernement est-allemand essaye de rétablir son autorité à la frontière. Mais devant la foule qui continue d'affluer, il lui est impossible de refermer le mur. C'est une marée humaine qui déferle sur Berlin-Ouest dans le froid de novembre. Une foule qui a dans ses poches une monnaie sans valeur à l'Ouest. La solidarité s'organise. Il y avait une vieille dame, elle avait préparé des petits sacs. Il y avait une banane, une orange, du chocolat et je crois une livre de café. Elle nous a vus arriver, elle est venue nous voir vers ma mère. Elle l'a tout simplement prise dans ses bras. Elle pleurait. Elle disait que c'était tellement beau qu'elle ne pouvait pas y croire. Et elle nous a mis dans les bras un de ses petits sacs.
Au-delà de l'aide spontanée des Allemands de l'Ouest, le gouvernement accorde à chaque nouvel arrivant une aide financière immédiate de 100 marks. La foule se presse alors dans les banques pour retirer ce cadeau de bienvenue. Les Allemands de l'Est découvrent soudainement la société de consommation. Il y a une chose qui m'a vraiment déplu, c'est que le lundi suivant, toutes les étagères dans nos magasins avaient déjà été vidées de nos produits, pour être remplacés par ceux de l'Ouest. Nous avons été submergés de toutes ces choses de l'Ouest. On n'avait même pas le temps de s'habituer. C'était « prenez ça, de toute façon, c'est bien mieux que ce que vous avez ». En quelques jours, les Allemands de l'Est découvrent que la chute du mur apporte aussi un gros problème. Ils sont maintenant en contact direct avec une puissance économique qu'ils ne peuvent pas concurrencer. L'avenir de la RDA va se jouer en mars 1990, lors des premières élections libres du pays. Ce seront aussi les dernières. Le Parti communiste obtient moins de 20% des sièges. La voie de la réunification est ouverte. Le rêve d'une Allemagne et d'une Europe qui surmontent les tragédies du XXe siècle devient une perspective concrète. Et tout a basculé pendant ces quelques heures de novembre 1989. Chacun en a sa vision personnelle. Je pense que c'est une immense réussite pour tous les êtres humains que ce mur n'existe plus. Avec ses parents, on n'est jamais content. Ils sont trop sévères ou pas assez sévères. Mais c'est quand même votre famille. C'est pareil avec l'Allemagne de l'Est. C'était un État qui avait ses défauts, mais c'était notre pays. On peut être content qu'il n'y ait pas eu de guerre, que toute l'histoire se soit terminée dans la paix. La vie est plus intense tout d'un coup. C'est ça la libération. C'est quand vous vous dégagez de l'étroitesse qui pèse sur vous et que vous vivez pleinement quelque chose de nouveau.